Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article sorti dans le JACC en mars 2021 sur l'impact clinique des thromboses de stent couverts dans les lésions, utilisées dans les lésions artérielles fémoro-poplitées. Actuellement, le traitement de référence pour les lésions artérielles fémoro-poplitées, on sait que c'est de l'endovasculaire. Et un stent peut parfois être utilisé. Il s'agit donc, en l'occurrence, dans cette étude du Viaban, qui est un stent couvert, qui présente comme avantage celui des stents couverts, donc c'est qu'il y a un risque, en théorie, d'hyperplasie myo-intimale qui est très faible, voire nul. C'est des stents qui ont également une très bonne perméabilité primaire lorsqu'il y a des lésions fémoro-poplitées qui sont longues. Toutefois, en revanche, quand on reprend un peu la littérature, il y a une incidence des thromboses de stents qui sont plus importantes avec ce type de stent couvert. Pour les thromboses de stent couvert, c'est un tableau clinique qui peut être assez embêtant car il existe un risque d'ischémie aiguë qui est plus important. En effet, c'est lié peut-être à la présence aux collatérales qui sont du coup couvertes par ce stent et également avec un risque d'embolisation lorsqu'il y a un gros thrombus intrastent qui se forme. Et quand on reprend un peu la littérature, si on compare les patients qui ont été traités donc pour ce type de lésion par Viaban versus stent non couvert, certaines études ont montré qu'il y avait un risque d'ischémie aiguë sur thrombose de stent qui était plus important avec le Viaban et un risque d'amputation transtibiale ou transfémorale qui était également plus important. Ce sont toutefois des données qui sont assez limitées. Et donc, le but de cette étude est d'évaluer l'impact clinique et pronostic des thromboses de stent couvert. Donc, c'est une étude qui est rétrospective, multicentrique et qui a eu lieu au Japon à partir d'un registre qui s'appelle le registre Cucumber, qui reprend toutes les données des patients traités par Viaban pour artériopathie périphérique fémoro-poplitée dans 40 centres japonais, avec une période d'inclusion allant de 2012 à 2019. Donc, tous les stents qui ont été mis en place dans cette étude sont des stents Viaban, donc des stents couverts avec des coupes proximales et distales qui sont faites au laser et avec une surface PTFE épargnée. En ce qui concerne la procédure, le but était de recouvrir toute la zone qui était atteinte avec des extrémités du stent qui doivent être en zone saine. Et le sizing du vaisseau se faisait de façon visuelle par un scanner préopérateur. Dans le protocole, ils ont également défini que le but, c'était que pour les patients, il y ait une biantiagrégation post-opératoire qui soit au minimum de 6 mois et qui était même recommandée à 12 mois s'il n'y avait pas de contre-indication. Le suivi se fait tous les 3 mois avec écho-doppler, examen clinique et mesure de l'IPS. Et en cas de thrombose de stent couvert, le diagnostic était porté soit par l'écho-doppler et ou le scanner et était confirmé par une intervention chirurgicale, le cas échéant. Lorsqu'il y avait une réintervention pour thrombose de stent, ce choix était décidé par le praticien qui s'en occupait. Il n'y avait pas de protocole précis. Donc, ça pouvait être soit une prise en charge endovasculaire, qui peut être une thrombolyse, plus ou moins associée à une thromboaspiration, une angioplastie stenting en cas de sténose à une extrémité du stent, un nouveau stent intra-stent si nécessaire, ou alors ça pouvait être une intervention en chirurgie ouverte, que ce soit une thrombectomie ou alors un pontage. Et dans les cas de quelques patients qui étaient asymptomatiques, il pouvait être décidé également de juste faire un traitement médical optimal. Les critères de jugement mesurés dans cette étude sont les symptômes au moment de cet épisode de thrombose de stent, la perméabilité secondaire, c'est-à-dire la perméabilité de ce stent après une première thrombose, après avoir été intervenu à nouveau pour déboucher le stent une première fois, la perméabilité secondaire. Ils ont également évalué la marche après thrombose, voir s'il y avait un impact. Et ils ont fait un suivi à 6 mois post-thrombose de stent et même un an quand c'était possible. Ils sont intéressés à la survenue de MAIL, donc c'est Major Adverse Limb Event. Donc c'est soit la nécessité d'une amputation du membre qui a été revascularisé, soit une nouvelle réintervention sur le segment revascularisé. Et enfin, ils ont également fait une étude secondaire en comparant la perméabilité secondaire de ces stents selon le type de traitement chirurgical effectué, donc soit endovasculaire, soit thrombectomie, soit chirurgie, soit pontage.
Donc voilà, donc là nous avons un peu les caractéristiques des patients. Donc, sur la période incluant de 2012 à 2019, il y a 1215 patients qui ont été traités pour des lésions pneumopoplitées par stent Viaban au Japon. Et sur ces patients, 159, soit 13%, ont présenté une thrombose de stent. Donc la durée médiane entre le moment où le stent est mis et la thrombose était de 6,4 mois. On voit que ce sont des patients donc, avec un âge moyen de 73 ans qui ont beaucoup de comorbidités, quasiment 87% d'hypertension, beaucoup de fumeurs, beaucoup de cardiopathie ischémique. Et en particulier, la majorité d'entre eux avaient une insuffisance rénale qui était dialysée ou non. On peut voir que chez ces patients, la grande majorité avait deux antiagrégants plaquettaires, donc 82%, mais toutefois 18% en avaient soit un seul, soit n'avaient pas d'antiagrégants plaquettaires au moment de la survenue de la thrombose. Et si on s'intéresse à l'état clinique initial, donc au moment où les patients ont été traités par stent pneumopoplité, 79% d'entre eux pouvaient marcher, 19% étaient en chaise roulante contre 2% qui étaient déjà alités. Et on peut voir qu'au moment où ces patients étaient traités initialement par un stent Viaban, il y en a quand même 35% qui étaient en ischémie critique, soit au moins Rutherford 4. On peut voir que ce sont initialement, lors de la prise en charge par le stent Viaban, c'était des lésions relativement complexes, avec 60% de patients qui avaient des lésions TASC D. Et ce sont des lésions assez longues, donc avec une longueur moyenne de 25,9 cm, pour une longueur moyenne du stent qui était de 29,6 cm. Donc, c'est des patients qui sont âgés, diabétiques, insuffisants rénaux, 30% d'ischémie critique, et avec des lésions qu'on appelle longues, vasculaires essentiellement. Donc, c'est vraiment les patients les plus sévères. Tout à fait. Et on peut même voir que pour 3 patients dans cette étude, il y a eu la mise en place d'un stent alors qu'il n'y avait aucun axe de jambe perméable. Pour 2 patients, c'était lié à un saignement extériorisé post-angioplastie pour recouvrir ce saignement. Et pour un patient, ça a été une décision d'exclure un volumineux thrombus mural qui était massif et qui est embolisé. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des politiques de thrombose, 150 cas de thrombose, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des cas de rosténose? Alors, il y en a certains, oui. Il y a certains patients qui ont eu un nouveau stent intra-stent. On le voit après dans les séances en détableur après. Et donc, cliniquement, donc, sur ces 159 patients qui ont fait une thrombose, pour 13% d'entre eux, c'était un tableau d'ischémie aiguë. 87%, donc soit 138 patients ont eu un tableau clinique qui n'était pas une ischémie aiguë. Dans de rares cas, assez rares, 13 patients étaient asymptomatiques. Pour 19 patients, ils avaient des symptômes au moment de la thrombose qui étaient plus légers qu'en pré-implantation. Et pour 53 patients, c'était des symptômes qui étaient identiques à ceux en pré-implantation, et 53 avec des symptômes qui étaient plus sévères que l'état clinique initial. Et si on s'intéresse un peu, si on fait une comparaison entre la population qui a fait une ischémie aiguë versus les patients qui n'avaient pas d'ischémie aiguë, il y a certaines différences qui ressortent, notamment dans le groupe ischémie aiguë, on peut voir qu'il y a une différence significative, il y a plus de patients avec une altération de la fonction rénale, que ce soit ou non dialysé. On peut voir que dans le tableau ischémie aiguë, les patients ont été traités par moins d'antithrombotiques que dans le groupe non ischémie aiguë. Ces patients avaient initialement un IPS qui était plus bas, donc à 0,16 contre 0,40 dans l'autre groupe. Et on peut voir que c'était des patients avec des lésions plus complexes au moment de la thrombose, avec des thromboses qui s'étendaient parfois soit en proximal par rapport au stent, soit en distal, et dans même 45% des cas, c'était de part et d'autre du stent. C'était assez rarement des lésions qui étaient limitées au niveau du stent. Et pour ces patients également ayant présenté une ischémie aiguë de membre inférieur, on peut voir que c'était des tableaux qui étaient d'emblée plus sévères, avec une ischémie critique initiale qui était plus fréquente, 57 versus 31%,
mais pas de différence en termes de longueur de stent, de longueur de la lésion. Pour voir le task 2, il n'y avait pas de différence significative. On peut voir également qu'il y avait une tendance à ce que ce soit un peu plus d'atteinte poplitée dans le groupe ischémie aiguë, mais qui n'est au final pas significative. Et il n'y avait pas de différence dans ce groupe en termes de longueur ou de calibre du stent utilisé. Donc voilà, donc sur les 159 patients ayant fait une thrombose, donc comme je vous ai dit, 13% d'entre eux ont fait une ischémie aiguë. Et sur les patients qui ont été, il y a 131 patients qui ont été traités et qui ont une revascularisation. Pour 26 patients, c'était un traitement médical, principalement parce qu'ils étaient asymptomatiques ou alors avec des symptômes qui étaient très légers. Et 2 patients ont été directement amputés. Pour les patients avec réintervention, on peut voir que c'était soit un pontage pour 15% des patients, une thrombectomie pour 29% d'entre eux, ou alors une prise en charge endovasculaire, sur lequel je reviens un petit peu après, pour la majorité d'entre eux. Pour ce qui est de la perméabilité primaire, la perméabilité secondaire, j'y reviendrai un tout petit peu ensuite. En ce qui concerne la revascularisation chez ces patients avec thrombose de stent, on peut voir que, donc, comme je vous ai dit, 15% d'entre eux ont un pontage. On peut voir que pour 9 patients sur les 20, c'était un pontage qui était sus-articulaire. Pour 8, c'était un pontage fémoro qui était sous-articulaire. Et il y a également eu 3 pontages distaux sur les axes de jambe. 29% de ces patients ont bénéficié d'une thrombectomie chirurgicale. Et du coup, pour le traitement endovasculaire, dans 56% des cas, c'était en légère majorité une thrombolyse qui avait été réalisée. Et pour 19% de ces patients, il y a également eu un nouveau stenting intra-stent. Donc c'était pour 25 d'entre eux, donc soit 19% de ces patients. Le traitement post-opératoire avait été laissé, c'était des protocoles qui étaient variables selon les équipes, qui étaient laissés au choix, mais on peut voir qu'il y a quand même une grande majorité de patients qui avaient au moins 2 traitements antithrombotiques. Et en ce qui concerne les complications post-opératoires, qui sont survenues dans 23%, pour 23% des patients, elles étaient qui peuvent être graves, donc qui a une mortalité, des amputations, une estime d'intervention ou une nouvelle occlusion. Elles semblaient légèrement plus fréquentes dans le groupe chirurgie, 31% versus 16%, mais avec une différence qui n'était toutefois pas significative. Est-ce qu'il y a un manuel qui décrit le type d'ischémie aiguë menaçant, pas menaçant? Non, c'est pas défini dans l'article. On ne sait pas si c'était des patients qui étaient déficitaires ou non au moment de l'ischémie aiguë, donc ça, ils n'en parlent pas dans l'article. Ça, c'est un point important. Quand on des pontages FELPOC, on dit souvent que les veines ne donnent pas d'ischémie sensomotrice, alors que quand ils en donnent, sans savoir si également il y a des sous-types d'ischémie. Quel type d'ischémie était prépondérant pour les patients? Et si on s'intéresse un peu donc, au pronostic des patients après revascularisation, on peut voir qu'on a au final sur toute notre course une perméabilité secondaire à 1 an qui est à 54,9%, sur la figure A ici. Sur la figure B, c'est la survie sans mail donc à 1 an, donc, qui est de 73,6%. Donc, mail, c'est soit une nécessité d'une amputation, soit d'une nouvelle réintervention. On peut voir toutefois qu'on a un sauvetage de membres à 1 an qui est relativement bon, qui est à 92,5%, ce qui fait qu'au total, au cours du suivi, 8 patients ont dû avoir une amputation majeure. Et enfin, sur la figure D, en fait, ça fait un peu à l'état clinique des patients. Donc, avec dans la première colonne, ce qu'on voit en blanc, c'est des patients qui étaient capables de marcher, donc 78,6%. Ça, c'était au moment de l'implantation du stent. En gris clair, ici, ce sont les patients qui étaient en chaise roulante. Et en gris un peu plus foncé, les patients habités. On peut voir qu'il y a une chute assez importante du nombre de patients capables de marcher au moment de la thrombose, ce qui diminue à 67,2%, mais qui finit par remonter un petit peu quand même à 72,4% 6 mois après la prise en charge de la thrombose. Mais ça nous fait une différence quand même significative si on s'intéresse aux patients qui étaient capables de marcher en pré-implantation versus 6 mois après thrombose.
Donc là, sur cette courbe, c'est une courbe de perméabilité secondaire selon le type d'intervention réalisée. En vert, c'était donc le groupe pontage, en bleu, le groupe thrombectomie, et en rouge, prise en charge endovasculaire. On peut voir qu'initialement, il y a tendance à ce que les pontages aient une perméabilité secondaire qui soit moins importante, mais au fur et à mesure du suivi, en fait, les courbes finissent par se rejoindre. Et globalement, il n'y a pas de différence significative selon le type de réintervention pour thrombose de stent, avec un P0,43. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que le pontage n'apporte pas avec cette perméabilité par rapport aux autres techniques, si on renverse les choses. C'est vrai. Donc, les auteurs se sont également intéressés pour savoir s'il y avait une association entre les paramètres cliniques et le risque de perte de perméabilité secondaire. Et certains paramètres étaient associés avec un plus haut risque de perte de perméabilité secondaire. Donc, c'était, alors, sur cette figure, on ne voit pas très bien, mais c'était quand il y avait un tableau d'ischémie aiguë lors de la thrombose de stent, un plus haut risque de perte de perméabilité secondaire. Il y a également eu, si le patient était initialement, au moment de l'implantation du stent, en ischémie critique. Et il semblait que le diamètre de stent, plus il était important, plus il était associé avec un faible risque de rethrombose, ou plutôt protecteur d'un risque de perméabilité, de perte de perméabilité secondaire. Donc ici, en fait, c'est sur les analyses non ajustées et ici après analyse ajustée. Et on peut voir que certains paramètres, comme les thromboses précoces, les patients avec insuffisance rénale chronique dialysée, l'utilisation d'un seul antithrombotique, étaient initialement associés à une augmentation du risque de perte de perméabilité secondaire, mais qui n'était pas retrouvée sur l'analyse ajustée. Pareil, ils ont également fait une étude pour savoir s'il y avait une association entre les paramètres cliniques et le risque d'amputation majeure, donc jambe ou en cuisse après l'intervention. Et ce risque était plus élevé, notamment en cas de patients atteints d'insuffisance rénale chronique dialysée, d'ischémie aiguë au moment de la rethrombose, les patients également atteints d'ischémie critique initiale, oui, et ceux avec soit 0, soit un seul axe de jambe qui était perméable initialement. Et également pour les patients qui avaient soit 0, soit un seul antithrombotique. Au final, donc voilà, les thromboses de stent via veine couvert pour les lésions coquitées étaient des complications qui étaient relativement fréquentes dans les études. Sur les corps, c'était des résultats très variables, de 2 à 36% à 6 mois. Et certaines études, comme l'étude de Banerjee, avaient montré qu'il y avait un risque, en cas de thrombose de stent couvert, c'était associé à une augmentation de survenue d'événements ischémiques majeurs sur le membre inférieur. Dans cette étude, au final, 13% de nos patients ont présenté une thrombose de stent via veine, avec trois points que les auteurs ont voulu souligner. Donc, c'était que par rapport à l'état clinique au moment de l'implantation, il y a quand même 50% des patients qui étaient des patients fragiles, donc 50% avaient une altération de l'état clinique au moment de la thrombose, et donc 13% avaient été en tableau d'ischémie aiguë au moment de la thrombose. Dans cette étude, ils ont également vu que la perméabilité secondaire à 1 an était de 54%, sans différence, quel que soit le type de prise en charge chirurgicale. Et enfin, il y a quand même une altération clinique de ces patients, car après thrombose, il y a une baisse de 10% des patients qui étaient capables de marcher par rapport à leur statut clinique initial. Donc, dans la discussion, donc, par rapport aux patients qui font une ischémie aiguë sur thrombose de stent couvert, certaines études, comme celle de Vartanian, ont trouvé que c'était plus fréquent les tableaux d'ischémie aiguë sur thrombose lorsqu'il s'agissait d'un stent couvert versus non couvert. Dans cette étude, c'était 12 versus 0%, et nous, on est à peu près autour de 13%. Dans ces études, ce sont des chiffres comparables, et les données en termes de longueur et d'occlusion complète, c'était des lésions qui étaient similaires. Pareil, donc l'ischémie aiguë a été associée à un plus haut risque d'amputation majeure. Donc cela peut s'expliquer peut-être par une oblitération de toutes les collatérales au niveau de la FS et la coquetée, avec souvent c'était des patients qui avaient une thrombose de tout le stent car il y avait 0 collatéral de drainage. Et également, comme dans cette étude, ce sont des lésions qui sont relativement longues, pour lesquelles on utilise ce type de stent. Il y avait un risque, comme on a pu le montrer dans cette étude,
d'extension qui était plus importante, donc qui était souvent de part et d'autre, pas seulement limité au stent, mais de part et d'autre du stent. Et ça s'est même remarqué dans le groupe chirurgie avec lorsque les patients bénéficiaient de pontage, c'était dans la majorité des cas des pontages qui étaient soit sous-articulaires, soit des pontages distaux. Donc, dans cette étude, il y a également une détérioration clinique des patients en cas de thrombose de stent, avec une baisse de 10% des patients qui étaient capables de marcher. Pareil, dans l'étude de Bartanian, ça avait été montré que la détérioration clinique en cas de thrombose était moins importante s'il s'agissait de thrombose de stent non couvert versus stent couvert. Et en effet, le passage de patients qui étaient initialement en prédication vers l'ischémie critique, en cas de thrombose de stent non couvert, était de 9% versus 17% s'il s'agissait d'un stent couvert. Donc, en ce qui concerne la prise en charge de thrombose de stent, comme on l'a souligné tout à l'heure, il n'y avait pas de différence significative en termes quel que soit le type d'intervention utilisé. Mais il y avait une tendance à légèrement plus de complications dans le groupe chirurgie. Peut-être qu'une prise en charge endovasculaire en première intention semble alors licite. Donc, on a vu qu'il y avait certains facteurs de risque de thrombose de stent. Certains étaient présents dans la littérature, mais n'étaient pas significatifs ici, notamment par les patients avec des lésions longues, les patients tabagiques, les patients avec un petit diamètre de stent, ou alors quand il y avait une extension à l'étage poplité. Idem pour les patients qui avaient un seul traitement antithrombotique ou alors zéro, ils étaient beaucoup plus à risque de thrombose et de complications ensuite type amputation, d'où la nécessité chez ces patients-là de maintenir peut-être une biantiagrégation au long cours. Et enfin, pour revenir sur les tableaux d'ischémie aiguë avec thrombose de stent, on a vu que c'était des patients qui avaient une prévalence plus importante initiale d'ischémie critique, lésions poplitées, d'insuffisance rénale chronique dialysée et des patients qui étaient traités avec un peu moins d'antithrombotiques. Et il se pose la question, est-ce que ce sont des patients qui sont... est-ce que le Viaban est un traitement qui doit être de première intention pour ce type de patient? Et dans le cas de traitement Viaban, il faut probablement maintenir au moins 2 antithrombotiques pourrait être important pour éviter les complications. Dans ce travail, c'est du Viaban épargné qui est utilisé ou c'était du Viaban épargné. Et enfin, voilà, il y a quand même quelques limites à cette étude. Ça reste une étude qui est rétrospective. Même si c'est sur beaucoup de centres, ça reste un effectif qui est c'est une étude relativement faible de puissance avec un faible effectif et des suivis qui restaient assez limités dans le temps. Ça allait assez peu au-delà de 1 an. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis disposé à répondre à vos questions. Moi, j'ai un autre. J'avais l'habitude d'utiliser des Viaban, des lésions fémoro-rhumatoïdes. Et effectivement, la carte, c'est les collatérales, des cartes collatérales, c'est des thromboses, donc l'ischémie aiguë au cas des thromboses. Mais effectivement, les résultats ne sont pas mal. 13% des thromboses de stent, c'est pas beaucoup. C'est peut-être une technique à retenir pour certains types de lésions fémoro-rhumatoïdes, pour des effets qui ne sont pas trop petites, des patients qui peuvent faire l'intégration, ça va être intéressant. Hein. Si on compare ça au traitement de lésions longues de taux d'équilibre qu'il y a là-dessus, c'est à peu près équivalent. On est à un peu moins de 60% de perméabilité, on a un bon sauvetage du temps. 30% de l'ischémie critique. Sauvetage de membrane, c'est pas mal. 90%. Ouais. Donc, je dirais que c'est dans la moyenne des interventions pour des patients qui sont un peu plus sévères. Après, si la perméabilité est le même, mais qu'on a plus de complications, ça pose quand même des questions sur l'infiltration. Il y a plus de thrombose peut-être, mais il y a moins de rosténose. Donc, c'est pour ça que la perméabilité est à peu près équivalente, on est plus sur le thrombose. Et en fait, si j'ai bien compris, sur la totale des événements thrombotiques, il y a 13% d'ischémie aiguë. C'est-à-dire que les autres, c'est des événements. Donc, les 87%, ce sont des thromboses asymptomatiques. Alors non, c'était pas asymptomatique ici. Il y a pas mal de patients qui s'aggravaient. Ouais.
Qui revenait vers l'état antérieur. Voilà. Voilà, ça. En fait, sur les 87% restants, donc sur les 138 patients qui n'avaient pas d'ischémie aiguë, en fait, il n'y en a que 13 qui étaient asymptomatiques, 19 qui avaient des symptômes plus légers, mais toutefois, il y avait plus de 100 patients sur les 138, 106 qui soit avaient les mêmes symptômes qu'en préopératoire au moment du stent, ou alors 53 qui étaient effectivement plus graves. Donc, il y a un tiers qui s'aggrave. Un peu plus. Et c'est passé 30% là en 16 si c'est des patients qui étaient chroniquants ou en ischémie critique avant ou pas? Ça, non, c'est pas trop détaillé là-dessus. Ce qui est embêtant, c'est le passage de la claudication et l'ischémie critique sur la thrombose, la neurovascularisation. C'est les patients. Toujours la crainte quand même. Après, des passes d'adjuvants, c'est des choses qui peuvent arriver. Des analyses, c'est pas embêtant. Plus les patients en ischémie. Plus les patients en ischémie. C'est vrai qu'il y a des différents papiers sur le stent ouvert ischémie aiguë et c'est assez controversé. Il y a des papiers qui sont courts et des papiers qui sont pas simples. Notamment sur les collatérales. C'est très discordant. Pour les antigrégants plaquettaires aussi, ça c'est un point important. Ouais. C'était associé à avoir un seul antiagrégant plaquettaire, 0 ou 1, les deux étaient inclus. Mais c'était très peu de patients avec les 0 antiagrégants. C'était associé à une augmentation du risque d'ischémie aiguë et même déjà risque de thrombose. Et c'était associé aussi à un risque plus élevé d'amputation. Donc ça veut dire 6 mois à 1 an de double intégration plaquettaire. Alors ouais, c'était ce que les auteurs avaient dans le protocole, c'était ça. C'était 6 mois minimum, et s'ils pouvaient maintenir 1 an pour utiliser pour les patients traités par Gripen, c'est ce qu'ils disaient. Il n'y avait pas de patients sous l'euro. Alors en fait, dans le traitement des risques positifs, maintenant, ce que la société recommande, c'est d'essayer de laisser les patients sous des liquides sans post-op. Alors en fait, exactement, c'était pas donc, deux antiagrégants, c'était deux agents antithrombotiques. Et en fait, pour 17% d'entre eux, c'était un anticoagulant. Et c'était 17% d'entre eux ont un anticoagulant. Et après, la majorité, c'était plutôt aspirine ou anti-Ladix, une méthode de PDI. Ok. Bon, merci Guillaume. Merci. À la semaine prochaine.